et donner lieu à la question énergétique des fermes au début du XXe siècle. Donc en fait, on est simplement en train de réfléchir sur la question énergétique pour le XXIe siècle, avec des enjeux qui sont bien différents de celui du début du XXe et avec une réflexion qui, du côté agricole, reste extrêmement active. Sur le plan très concret, nous n'avons pas aujourd'hui, en dehors de la ferme expérimentale de Grignon, d'unités de méthanisation proprement dite sur le plan agricole. Il y a d'autres unités de méthanisation qui sont liées à des grandes infrastructures de type Carré de Réunion ou d'autres que vous proposez, GRDF, hein. Mais sur le plan agricole, il y a une réflexion qui ne pourra se faire que si elle est proposée probablement de façon conjointe entre les acteurs économiques, les élus et la société civile, tellement le sujet de la méthanisation est un sujet délicat, réglementaire, aux investissements extrêmement lourds. Voilà. On est en train de parler d'investissements de très long terme et naturellement ce genre de parti pris, qui est un parti pris, je sais, parfois sécurisé par les prix de rachat, etc., est un parti pris qui engage le temps long. Et dans notre monde périurbain, où souvent le monde agricole se demande s'il est en sursis, on décide de le sanctuariser par le zonage. Et à ce moment-là, il faut qu'il puisse redémarrer sa conquête du territoire, sa foi en l'avenir de ses productions, par d'autres débouchés parfois que la simple vente de céréales. Donc les questions économiques sont au cœur de la réflexion, les questions environnementales et les questions d'insertion de ces nouveaux usages que serait la méthanisation, que ce soit en site classé où c'est très complexe ou en bordure de site classé, puisque ça concerne la plupart de ce territoire, sont au cœur de ces réflexions. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que oser cette réflexion dans nos territoires, qui sont les territoires les plus complexes en termes de conflits d'usage, mais aussi les plus vitrines quand il s'agit d'innovation, de par leur proximité des centres de décision, c'est un défi. Et je pense que du côté de GRDF ou du côté de la PPPA, on a la volonté de relever ces défis et de s'accompagner dans ce chemin vertueux vers plus d'autonomie énergétique. En tout cas, merci de nous proposer et merci de nous enseigner. Ils sont sous les pas. Merci beaucoup, Monsieur Leroux, pour cette belle introduction. Donc, on continue donc la prise de parole avec Bertrand Dansingly, le directeur client-territoire GRDF Île-de-France, qui va donc nous partager sa vision par rapport au développement des gaz renouvelables notamment, et qui sont un levier pour la transition énergétique. À toi, Bertrand. Merci Karim. Écoutez, très heureux d'être avec vous en virtuel. Je crois que la dernière fois que j'ai eu un échange avec la Plaine de Versailles, c'était au mois de novembre et c'était aussi en virtuel. Donc je pense qu'on va bientôt, à partir de demain, on commence à se déconfiner un peu et on aura la chance de revoir des espaces. Les fermes de Galice, ça me rappelle quand mes enfants étaient plus jeunes. Donc c'est aussi d'excellents souvenirs et je suis très heureux. Et puis aussi d'avoir la région Île-de-France à nos côtés. Je voudrais dire, peut-être en rebond de ce qui vient d'être dit par Monsieur Leroux. Pour moi, la méthanisation en Île-de-France, c'est à la fois de l'agriculture et c'est à la fois de l'industrie. Et puis, c'est assez souvent un engagement des collectivités locales. Quand je dis industrie et agriculture, ce sont des petites unités industrielles. Ça s'appelle dans le jargon des installations classées pour l'environnement, ICPE. C'est des petits sujets. Je pense que c'est des installations qui sont parfaitement maîtrisées par il y a 20 sites en Île-de-France au moment où on se parle, dont 3 dans les Yvelines. Le zoo de Thoiry, la steppe des Mureaux et la steppe de Saint-Cyr-l'École. C'est des sites qui sont maîtrisés et je crois avoir entendu de la part de la région Île-de-France récemment une volonté d'un ancrage à la fois agricole et industriel dans nos territoires. Donc c'est pour nous, enfin, en tout cas en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise engagée dans le territoire, c'est très important. On est conscient que ce sont des investissements, mais c'est de la chance d'avoir des investissements dans les territoires.
Enfin, clairement, on passe d'une transition, la troisième révolution du gaz, c'est de passer du gaz qui était, à part la production à lac, mais qui était essentiellement importé. Donc les investissements étaient faits ailleurs. Là, on fait des investissements à proximité. Donc c'est sûr qu'on va avoir des objets. C'est sûr que les questions du foncier sont des sujets importants. Mais je pense aussi que c'est une façon d'ancrer pour longtemps la production agricole et couplée à l'énergie dans les territoires. Donc voilà, nous on est convaincus que cette dynamique, elle est là, que de toute façon on n'a pas le choix pour réussir le défi de la transition énergétique. Et puis en plus, quand on regarde l'Île-de-France, avec son potentiel d'énergie, c'est l'énergie renouvelable qui a le plus de potentiel en Île-de-France, c'est le gaz renouvelable, compte tenu des caractéristiques de ressources. Donc voilà. Donc, après, c'est pas parce qu'on a le plus de potentiel qu'il y aura le plus de production. En tout cas, on est capable de se relever ce défi. Et c'est évidemment, comme le disait Xavier Leroux, un défi du temps long. Et c'est pour ça que c'est des visions. On a démarré il n'y a même pas 10 ans. On a 20 sites. On devrait doubler ce chiffre d'ici la fin de l'année prochaine. Après, si on reparle vraiment dans les sites à toute proximité, je disais, il y a 3 sites dans les Yvelines et puis 2 sites qui vont arriver, un à la rentrée et un début 2022. Donc, il y a on va passer de 3 à 5 pour début 2022. Donc, on y est. On est pour l'instant sur des sites de méthanisation de déchets organiques. Donc, en gros, fermentation de déchets. Et on va passer progressivement sur de nouvelles formes de sites avec des techniques qu'on appelle pyrogazéification en chauffant de la biomasse à haute température ou de méthanation en recombinaison d'hydrogène. Donc, et c'est aussi, je crois qu'il y a aussi des projets qui sont à Versailles ou à proximité sur ces technologies. En tout cas, nous, on est très, très fiers de pouvoir accompagner un territoire qui est dynamique, qui est riche et qui, effectivement, a la caractéristique d'avoir des zones à la fois extrêmement denses du point de vue urbain et des zones plus rurales. Donc, voilà, on espère tous ensemble le faire et on pense que le format de ces cafés digitaux est un format excellent pour partager avec les acteurs sur cette dynamique. Et en tout cas, nous, de GRDF, je veux dire que nous, on a beaucoup de confiance sur la capacité du gaz renouvelable de se développer et permettre d'avoir des usages, que ce soit en mobilité, en chauffage ou en cuisson, des usages qui sont de plus en plus décarbonés. Donc, merci Bertrand pour cette introduction. Alors, pour la continuité de l'échange, je vous dirai 2 mots sur GRDF, parce que je ne l'ai pas forcément présenté au début. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que voilà, GRDF, on est un opérateur de service public. On traite de la distribution du gaz en France. Donc, on a un réseau assez émaillé de 200 000 km et on alimente en gaz 11 millions de clients en France. Aujourd'hui, 9 500 communes sont raccordées au gaz, sont desservies par le réseau de distribution et le réseau de gaz couvre 77% de la population française. GRDF est aussi un acteur engagé dans la transition énergétique et également un acteur local. Donc, nos différentes équipes sont en relation avec les collectivités locales, avec les pouvoirs publics, avec les élus, avec les agriculteurs. Donc, on est vraiment dans l'écosystème qui permet de fédérer, de sensibiliser un certain nombre d'acteurs autour des thématiques énergétiques, le réseau de gaz et la mobilité. Sachez que les réseaux d'énergie en général sont des activités pour pouvoir à la fois fournir à la population française une énergie qui est utilisée aux besoins quotidiens, mais également qui permettront d'accompagner la transition écologique. Et sachez qu'aussi le réseau de gaz en particulier qui appartient aux collectivités locales, hein, c'est un réseau qui est géré, exploité, et entretenu et développé par GRDF, mais qui appartient aux collectivités locales, est un réel atout pour développer les énergies renouvelables. Donc, pour la suite de ce webinaire, nous allons donc
rentrer dans les deux sujets qui sont prévus pour cette séance. Donc, il y a deux parties. La première concerne la présentation du processus de la méthanisation. Une partie qui sera animée par Clotilde Marius, qui est notre référente gaz renouvelable Île-de-France Ouest. Donc voilà, la deuxième partie concernerait les différents acteurs du territoire qui sont impliqués dans le développement de la méthanisation. Et nous avons l'honneur d'être accompagnés par Séverine du côté de la région, qui est chef de projet énergie et biomasse, donc qui va animer cette partie-là autour des acteurs du territoire. Et il est prévu à l'issue des deux présentations un temps d'échange et de conclusion. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des présentations via la messagerie Teams. Je vous informe également du fait que nous allons enregistrer en fait ce webinaire dans l'idée de pouvoir ensuite le partager et de le rendre accessible via le réseau de l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles. Donc voilà, c'est des choses que vous pourriez reconsulter plus tard. Voilà, donc vous avez normalement un message qui s'affiche sur votre écran qui vous dit que le webinaire est enregistré. Donc je donne la parole de suite à Clotilde qui va reprendre la main sur la première partie de la présentation. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'idée c'est de vous faire une première partie sur le processus de méthanisation pour qu'on ait on partage une connaissance commune sur ce que c'est et ce que ça implique aussi pour un territoire et ce que ça peut apporter en termes de dynamique territoriale. Donc premièrement, le premier élément qu'on voulait évoquer c'était vraiment vous donner un petit peu... Alors, chez moi, ça ne bouge pas les slides. Je ne sais pas si chez vous, ça bouge. Je peux passer la slide suivante, Clotilde, c'est ça? Attends, bouge pas. Gérer. Attends, j'ai pris le contrôle, du coup, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez les slides? Très bien de mon côté. Super. Alors, l'idée, avant de rentrer dans le détail du processus, c'était d'abord de vous donner un petit peu une photo de ce qu'on appelle les gaz renouvelables. Et ce qu'on est appelé chacun d'entre nous potentiellement à pouvoir développer sur nos périmètres respectifs. Donc déjà, l'objectif qu'il faut garder en tête et ce qui est vraiment à la fois porté par GRDF, mais aussi tout un collectif d'acteurs derrière, c'est véritablement la possibilité de pouvoir verdir notre réseau. Et l'objectif collectif, c'est de se dire qu'avec le potentiel qu'il y a sur les territoires, avec les déchets qu'on peut récolter sur les territoires, quels qu'ils soient, on verra, il y a différents types de déchets, on peut tout à fait atteindre un gaz 100% renouvelable à horizon 2050. C'est-à-dire qu'on pourrait verdir la totalité de la consommation de gaz et donc participer à tous les objectifs qu'on connaît de verdissement. Ce verdissement à 100% de la consommation de gaz, il pourrait se faire via 3 types de filières. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. On ne va pas forcément rentrer dans le détail de chaque filière, mais c'est pour vous donner un petit peu aussi la photo. Donc, il y a effectivement le biométhane, dont on va principalement en parler aujourd'hui, puisque c'est l'objet de l'échange et c'est aussi la filière qui s'est développée la première et qui a appelé à se dynamiser dans les prochaines années. Le biométhane, c'est en fait une production à partir des déchets typiquement agricoles, que ce soit des effluents d'élevage, que ce soit des résidus de culture, tout ce qui va être aussi déchets des collectivités. Donc, ça peut être des bouts de stations d'épuration, ça peut être aussi des déchets type déchets verts, les tontes de pelouse. Ça peut être aussi tout ce qui va être déchets ménagers, donc les biodéchets tels qu'on les connaît et qui doivent être collectés. Donc, grâce à tous ces résidus-là, on va voir comment en détail juste après, mais on peut produire un gaz renouvelable qu'on appelle le biométhane. Ce biométhane, il a exactement les mêmes spécificités que le gaz naturel et il peut donc tout à fait être injecté dans les réseaux des collectivités territoriales et qui sont notamment exploités et maintenus par GRDF et il peut servir à toutes les valorisations qu'on connaît aujourd'hui du gaz, c'est-à-dire chauffer de l'eau chaude sanitaire, ça peut être cuire aussi tout ce qui est alimentaire, ça peut être aussi alimenter les véhicules. Donc il y a le bio-GNV qui permet en fait de faire rouler des bus, de faire rouler des flottes de bennes à ordures ménagères et même des véhicules utilitaires au gaz et donc à l'énergie renouvelable. Vous le voyez en termes, je dirais, d'objectifs et de vision, il y a un potentiel aujourd'hui qui est important à la fois à 2030 et à 2050 de développement du biométhane. On a tout à fait la capacité d'arriver à un verdissement total. Et sur ce verdissement total de la consommation de gaz qui est aujourd'hui de 460 TWh, vous voyez que le biométhane a une part importante, il représenterait 140 TWh.
Alors encore une fois, les chiffres qu'on vous donne, c'est des gisements exploitables, donc c'est du déchet disponible. Après, bien sûr, il y a tout l'aspect technique et économique pour pouvoir transformer ces déchets en projet de méthanisation. Et c'est ce qu'on va essayer de détailler ensemble et sur lequel, bien sûr, vous pouvez tout à fait poser des questions au fil de l'eau. La deuxième voie de valorisation, mais qui est pour l'instant pas encore développée à échelle industrielle, ce qu'on sous-entend par là, c'est qu'il y a des projets de démonstration qui existent en France et surtout en Europe, parce que ça a commencé à se développer plutôt hors de France, c'est la pyrogazéification. Donc la pyrogazéification, c'est un processus où on utilise d'autres types de déchets qui sont typiquement les déchets ligneux, c'est-à-dire dans une forêt, pour la gestion de la forêt, vous allez être amené à élaguer à certains moments les arbres. Dans les scieries aussi, dans tout ce qui est construction de meubles, il va y avoir des déchets qui ne sont pas utilisés. Tous ces résidus de bois, on peut les collecter et on peut les transformer également en gaz renouvelable. Au-delà de ces résidus de bois, il y a aussi les combustibles solides de récupération. Donc les combustibles solides de récupération, c'est typiquement des résidus qui sont aujourd'hui difficilement transformables, comme les pneus, comme ce qu'on peut trouver dans certaines décharges. Ces résidus-là, ils pourraient également être gazéifiés et donc permettre de produire du gaz renouvelable. Vous le voyez, le gaz qui est produit à partir de ces déchets-là, on l'appelle différemment du biométhane, on appelle ça du méthane de synthèse. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce soit du biométhane, que ce soit du méthane de synthèse ou que ce soit du gaz naturel, les spécificités vont être relativement proches, ce qui fait que tous ces gaz, ils peuvent être injectés sans problématique majeure dans le réseau, dans les réseaux existants, et ils peuvent servir à l'ensemble des usages que j'ai mentionnés, cuisson, chauffage, carburant. Et la dernière voie de valorisation qui est possible et de production des gaz renouvelables qui est possible et qui là aussi est au stade de la démonstration, c'est ce qu'on appelle la production de méthane de synthèse par méthanation, par power to gas. Vous avez peut-être entendu ce terme dans certains articles ou certaines présentations. Le power to gas, c'est en fait une combinaison entre de l'hydrogène, qui serait produit de manière renouvelable, bien entendu, et du CO2. CO2 qui peut être issu de l'air, qui peut être issu de processus industriels, qui peut aussi être capté sur les sites de méthanisation. Et cette combinaison hydrogène et CO2, ça permettrait de produire également du méthane de synthèse injectable sur le réseau. Donc vous le voyez aujourd'hui avec l'ensemble des ressources d'un territoire, les déchets, qu'ils soient organiques, qu'ils soient ligneux, la production d'électricité ou l'hydrogène qui peut exister, on arrive à produire différents types, entre guillemets, de gaz renouvelables, du biométhane et du méthane de synthèse, mais l'ensemble de ces gaz sont injectables sur le réseau, peuvent servir tous les usages qu'on connaît aujourd'hui du gaz naturel et permettraient d'arriver à un gaz 100% vert à horizon 2050. Peut-être pour vous faire une photo un peu plus sur l'aspect biométhane, donc la première typologie de gaz renouvelable qu'on a évoquée et sa dynamique, puisque c'est véritablement celle qui est aujourd'hui développée à échelle industrielle. On va le voir après, il y a plus de 200 projets sur le territoire, donc c'est vraiment une filière qui est partie officiellement et qui est appelée à se dynamiser dans les prochaines années. L'un des drivers du développement du biométhane et qui fait aussi qu'il y a une particulièrement important de s'y intéresser, c'est que le biométhane, c'est un des moyens d'atteindre les objectifs énergie-climat. Alors les objectifs énergie-climat au niveau national, mais aussi tous ceux qu'un acteur public peut avoir, que ce soit dans ses PCAET, que ce soit dans ses plans climat-air, que ce soit dans toutes ses contraintes territoriales. Aujourd'hui, les objectifs en termes de développement du biométhane, ils sont fixés dans des textes législatifs ou réglementaires, donc c'est véritablement des obligations à atteindre pour l'État et tous les acteurs publics qui sont susceptibles de le représenter sur le territoire. Les objectifs qui sont fixés, c'est à horizon 2030 un objectif de 10% de gaz renouvelable consommé. Donc ça veut dire qu'à horizon 2030, 10% de la consommation de gaz devra être faite grâce à du biométhane. En termes de pourcentage d'injection ou de volume injecté, ça s'est traduit dans une autre réglementation qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet équivalent à 10% de gaz renouvelable à horizon 2030, ça sera atteint par divers paliers, et notamment 2 paliers, un en 2023, un en 2028. Donc en 2023, l'objectif, c'est d'atteindre 6 TWh de biométhane injecté dans les réseaux de gaz. Et en 2028, 14 à 22 TWh.
Vous le voyez, il y a un troisième objectif que je vous ai mentionné, qui est un 12 TWh en 2023, qui peut éventuellement vous questionner par rapport aux 6 TWh que je viens juste d'annoncer et qu'on vient juste de voir. Ce 12 TWh en 2023, c'est un potentiel et en tout cas une cible qui se sont fixés des opérateurs de réseau, dont GRDF et les collectifs qui accompagnent la méthanisation. Donc, ça va être aussi des porteurs de projets, ça va être des acteurs du territoire. Ce 12 TWh, il est plus élevé que le 6 TWh et il a été fixé parce qu'on va le voir après dans la dynamique biométhane actuelle, dans les projets qu'on envisage, on sait déjà qu'il y aura plus de 6 TWh qui seront atteints en 2023. Et que ce 12 TWh, c'est plutôt le potentiel réalisable au regard des contractualisations actuelles. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à horizon 2030, il faut qu'on atteigne collectivement, parce que c'est un objectif législatif, 10% de gaz renouvelable consommé. Ce 10%, ça veut dire au moins 6 TWh en 2023 de gaz renouvelable et entre 14 et 22 TWh en 2028. Mais dès 2023, avec la dynamique actuelle, on estime qu'on pourrait atteindre 12 TWh. Donc vous voyez, c'est une filière qui est bien lancée et qui va même au-delà des attentes qu'on avait pu avoir au moment des exercices législatifs. Ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est le biométhane et de la façon à la fois dont fonctionne le processus, mais aussi de son impact sur le territoire. Donc pour ça, il y a une courte vidéo que je vous propose et après on va détailler le processus ensemble. Je pense que ce sera le plus parlant pour vous. Donc je vous partage la vidéo. Ça ne charge pas, je suppose. Vous la voyez ou... Si, on la voit bien, il faut juste l'agrandir, Clotilde. Alors, ça charge. Non, je pense que c'est pas la... C'est là. Hop. Alors, par contre, il n'y a pas de son, donc je vous laisse lire en bas, normalement, le petit... Non. On n'a pas de son, Clotilde? Non, le son ne fonctionne pas. J'ai fait des tests, il faut lire ce qui est écrit en bas. Je suis désolée, du coup, effectivement, ça ne fonctionne pas. Du coup, je re-switch sur la présentation. Donc, hop. Est-ce que les slides sont bien revenus pour vous? Oui, très bien, Clotilde. Du coup, effectivement, donc là, le schéma que vous voyez, c'est typiquement ce qu'on vient de partager dans la vidéo sur le processus de production du biométhane. Donc, je ne vais pas forcément y revenir en détail, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est effectivement la plupart des déchets du territoire qui peuvent être méthanisés.
Donc, encore une fois, un bout d'épuration, tout ce qui est déchets d'industrie agroalimentaire, tout ce qui va être résidus agricoles ou effluents d'élevage, et tout ce qui va être biodéchets. L'ensemble de ces déchets sont méthanisés dans le digesteur ou le méthaniseur. On utilise aujourd'hui les deux termes. Globalement, ce qu'il faut comprendre, ce digesteur, c'est une cuve qui chauffe à température ambiante. La digestion, c'est un peu ce qui se produit dans notre corps humain, dans celui de l'estomac de n'importe quel herbivore. Donc, en fait, on chauffe à température ambiante entre 37 et 40 degrés. Et le fait de chauffer ce digesteur, ça entraîne toute une prolifération de bactéries. Et ces petites bactéries vont permettre en fait de transformer la matière organique, donc les déchets qu'on a récupérés, en 2 coproduits. Vous l'avez vu dans la vidéo. Le premier coproduit, c'est bien sûr le gaz renouvelable, donc le biométhane. Il y avait notamment souvent 2 termes qui sont utilisés pour que vous ayez bien la différence biogaz et biométhane. Le biogaz, c'est le gaz qui va sortir du digesteur. Une fois qu'il est épuré, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé certaines spécificités qui ne sont pas forcément acceptables sur le réseau. Typiquement, ça va être un peu de soufre, donc de l'H2S ou certaines composantes comme le CO2. Une fois qu'on l'a épuré, on appelle ça du biométhane. Et c'est donc bien le biométhane qui est injecté sur le réseau et qui est un gaz renouvelable qui vient remplacer les usages du gaz naturel. À côté de ça, de ce digesteur, on en retire aussi un autre coproduit qui n'est pas énergétique mais qui est organique, ou qui est de la matière, un coproduit matière exactement, qui est un digestat. Donc le digestat, c'est un engrais organique et c'est un engrais qui va permettre de fertiliser les cultures en remplacement d'engrais chimiques. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la méthanisation, c'est bien sûr une énergie locale parce que produit à partir des déchets du territoire et qui en plus apporte 2 apports sur le territoire, un apport énergétique et un apport matière pour les sols. Pour ceux qui n'ont pas encore visité un site de méthanisation, puisqu'on organise des sessions et on espère que vous pourrez être là aux prochaines sessions si ça vous intéresse, voilà en gros la tête d'un site de méthanisation. Donc là, c'est un site de méthanisation agricole. Je le précise parce que notamment les sites qui se font sur des stations d'épuration sont un petit peu différents. Les cuves, c'est plutôt des cylindres qui montent vers le haut, mais ça, c'est dû à la typologie des stations d'épuration. Sinon, les autres typologies de sites agricoles ressembleront à peu de choses près à ça. Donc, vous avez typiquement les intrants qui arrivent, qui sont stockés. Donc là, vous le voyez, c'est des stockages fermés. Parfois, les intrants sont bâchés. En tout cas, il y a une forme de stockage hermétique des différents intrants, des différents déchets qui est assuré. On les mélange dans les cuves. Donc, vous avez souvent en fait 2 cuves. Ça permet d'une complète digestion de la matière organique. Et donc, ces 2 cuves vont produire un biogaz qui va passer, donc, alors ici, vous ne l'avez pas sur la photo, mais qui normalement passe dans toute une série, notamment, on l'a vu tout à l'heure, l'épuration, et qui arrive jusqu'au poste d'injection, qui est en fait l'ouverture sur le réseau, c'est-à-dire ce qui assure la liaison et qui permet d'injecter le gaz dans le réseau jusqu'aux différents usages. Ce qui est peut-être important ou qui fait partie des questions que vous vous posez, la digestion aujourd'hui du biométhane, elle se fait entre 45 et 90 jours. On a même plutôt des sites qui montent à 90 jours maintenant, ce qui veut dire que c'est une digestion relativement longue. L'intérêt que ça a, c'est que ça permet de digérer un maximum de matière organique, donc un maximum des composants qui sont dans les déchets. Donc ça permet de produire un maximum de gaz, mais aussi de gérer tout ce qui est odeur. Puisque plus on va dégrader la matière organique, moins le digestat notamment qui va sortir contiendra encore de la matière organique et donc cette partie du déchet qui a tendance à sentir quand vous le compostez ou quand on le laisse à l'air libre n'importe où. Donc l'avantage du processus de méthanisation, c'est qu'il se fait de manière totalement hermétique. Donc pendant la digestion, vous n'avez pas d'odeur particulière. Et le digestat qui en ressort, le fameux engrais, comme il est vidé de sa matière organique, en tout cas principalement vidé de sa matière organique, il n'a pas non plus d'odeur. Pour autant, il garde toutes ses spécificités, ce digestat, parce qu'on pourrait se dire qu'il n'y a plus de matière organique, alors quel est l'intérêt pour la terre et le sol sur lequel on les pend. Il garde toutes ses spécificités parce que ce qu'il conserve, ce digestat, parce que ce n'est pas dilué dans le processus de méthanisation, c'est toute la partie minérale de la matière. Donc c'est l'azote, le phosphore, le nitrate dans une certaine mesure. Et donc ça, c'est des composants dont sont très friands la terre pour se renouveler et pour arriver à prospérer au quotidien. Juste, Clotilde, il y a une question sur les intrants. La question est la suivante. On parle bien de déchets du territoire et non de cultures spécifiques pour produire du biogaz. Oui, tout à fait. Alors en fait, aujourd'hui, il y a une réglementation qui est imposée à l'ensemble des sites de méthanisation et qui est contrôlée par les services administratifs, qui impose
qu'en termes de culture principale, de culture alimentaire, on ne peut pas en mettre plus de 15% par an en tonnage brut d'intrants dans son méthaniseur. Sur ces 15%, il y a des contrôles et des REX qui sont faits annuellement. Aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne de 4% maximale, c'est-à-dire que partiellement, il peut y avoir de la culture alimentaire qui part sur le méthaniseur, mais c'est vraiment de l'appoint et c'est très contrôlé. Donc, à aucun moment, le méthaniseur ne vient en concurrence des cultures alimentaires et le but, c'est pas qu'ils mettent en péril la valeur première de l'agriculture qui est quand même assurer une alimentation humaine ou animale. Donc, vous le voyez, ça fait le lien aussi avec la question d'avant sur le fait qu'effectivement, il y a différents types d'intrants, différents types de déchets, et donc forcément, il y a différents types de méthanisation. C'est important à avoir à l'esprit parce que tous les types de méthanisation n'ont pas la même typologie. Je l'ai dit, les sites de STEP sont un peu différents, n'ont pas toutes les mêmes non plus implications en termes de collectifs qui représentent le projet et de gestion au quotidien. Donc, vous le voyez, ça permet aussi d'avoir en fait une méthanisation qui est adaptée aux spécificités du territoire, selon vos déchets, selon les opérateurs qui sont susceptibles de s'impliquer dans la méthanisation. Il y a une typologie de site qui va leur correspondre. Donc, on retrouve, et c'est majoritairement le cas aujourd'hui en France, des sites agricoles autonomes, qu'on appelle agricoles autonomes, c'est-à-dire des sites qui se font quasi à 90-100% grâce à des résidus agricoles, que ce soit des effluents d'élevage, que ce soit des résidus de culture, donc effectivement ce qui va rester une fois qu'on a fauché pour l'alimentaire, ou des cultures intermédiaires. Ce qu'on appelle les cultures intermédiaires à vocation énergétique, les CIV, vous avez peut-être entendu parler, c'est en fait les cultures qu'on vient intercaler entre les cultures alimentaires. Depuis maintenant longtemps, alors je ne saurais pas vous dire la date, mais ça doit dater au moins de 2009-2010 parce que c'est imposé par l'Union européenne. Les agriculteurs ont l'obligation, entre les cultures principales, de planter à certaines époques des sipans. Donc c'est ce qu'on appelait des cultures pièges à nitrate, en fait, pour permettre de garantir, disons, l'intégrité des sols. Avant, ces sipans, on les plantait, puis ils faisaient leur vie et ils n'étaient pas forcément récupérés. Ils mouraient sur le champ et ils n'étaient pas forcément récupérés, mais les agriculteurs avaient l'obligation de les poser. Aujourd'hui, avec la méthanisation, ce qu'ils peuvent faire, c'est remplacer les sipans par les cives. C'est le même type de culture, c'est juste pas forcément les mêmes typologies de graines qui sont choisies, c'est pas non plus la même gestion, mais en tout cas c'est la même logique derrière. On plante entre les cultures intermédiaires une autre culture pour protéger les sols, pour entretenir la vie des sols. Ça va éviter la corrosion des sols, typiquement quand il fait froid. Ça va permettre aussi à la biodiversité de continuer à se développer. Ça va apporter du carbone. Ça va capter du carbone, donc ça va aussi permettre à l'atmosphère de se renouveler et de bien se développer. Et ces cultures intermédiaires, on les ramasse et on les met dans le méthaniseur. Et donc, encore une fois, elles se font bien entre des cultures principales, donc ce n'est pas un remplacement de la vocation alimentaire. Ça fait partie des intrants principaux de l'agricole autonome. Après, vous avez une typologie aujourd'hui de sites qui se développe de plus en plus et qui fait vraiment le lien entre des agriculteurs qui vont se trouver sur un territoire et la collectivité, ou en tout cas les administrés, c'est le site agricole territorial. Donc le site agricole territorial, c'est un mélange entre des résidus agricoles à 50% ou en tout cas une forte moitié et des résidus du territoire. Donc ça peut être des déchets verts, les tontes de pelouse, ça peut être tout ce qui va être résidus de fruits et légumes, par exemple dans les invendus de marché, dans aussi tout ce qui est restauration collective, et ça peut être du biodéchet qu'on collecte sur un territoire. Ensuite, vous avez le site plutôt industriel territorial. Donc celui-là, il est quand même relativement moins développé. Donc là, ça va être en fait un mix entre différents déchets du territoire. Mais c'est vraiment que des déchets, donc biodéchets, STEP, industrie agroalimentaire, etc. Ça ne va pas du tout mixer avec de l'agricole, à la différence du site agricole territorial qu'on vient de voir. Et enfin, vous avez 3 typologies de sites, je dirais, particulières et qui sont vraiment des sites plutôt orientés collectivité en termes de porteurs de projets plutôt qu'agriculteurs. Il y a le site biodéchets. Donc là, c'est j'ai 100% de biodéchets et je méthanise la partie organique de ces biodéchets-là que je collecte sur mon territoire. Les stations d'épuration, donc les boues urbaines qu'on va méthaniser. Et tout ce qui est installation de stockage des déchets non dangereux. Globalement, les décharges, à peu de choses près, ces installations, ces décharges, aujourd'hui, elles produisent déjà du biogaz, entre guillemets, inconsciemment, puisque dès qu'on vient à stocker des déchets qui se décomposent, il y a du biogaz qui se crée. Là, l'idée, c'est de récupérer ce biogaz et de le transformer en biométhane pour l'injecter.
Et on a quelques ISDND aujourd'hui qui ont intégré ce processus de méthanisation à leur fonctionnement. Peut-être pour vous donner une idée aussi de la façon dont la méthanisation s'intègre dans le territoire. Donc, je pense que vous l'avez peut-être déjà identifié à travers les éléments sur lesquels on vient d'échanger. Mais l'avantage de la méthanisation, c'est que ça crée vraiment une boucle sur le territoire. Une boucle parce que les intrants, c'est les déchets du territoire. Donc, c'est vraiment le territoire qui nourrit le méthaniseur. Ces déchets, on les transforme en gaz qui vont être injectés dans le réseau local, donc qui vont verdir la consommation de la commune, de la collectivité. Et en plus de ça, on arrive à produire un engrais, et un engrais qui va être répandu sur les terres locales et qui va donc permettre de dynamiser l'activité agricole, éventuellement entretenir tout ce qui est parc public aussi. Et parmi les usages du GNV, vous avez une boucle complémentaire à ce cercle, c'est que parmi les usages du biométhane, on trouve aussi le fait de pouvoir l'utiliser pour les camions, donc que ce soit les bennes à ordures ménagères par exemple ou les bus. Et donc en plus de se retrouver avec une énergie renouvelable dans son réseau et un digestat intéressant, la collectivité peut alimenter ses flottes publiques avec une énergie renouvelable qu'elle produit grâce aux déchets de son territoire et en cercle court. Donc, globalement, en termes d'apports généraux pour un territoire, la méthanisation, ça va avoir un premier avantage qui est de produire une énergie renouvelable, on l'a dit, avec tout le contexte d'objectifs et autres qu'on connaît aujourd'hui. Ça va aussi, forcément, qui dit consommation d'énergie renouvelable, dit diminution des émissions de gaz à effet de serre, dit respect des plans, notamment air-climat ou de tout ce qui est développement de la mobilité durable. Ça va aussi permettre de créer une certaine activité économique sur le territoire pour deux raisons, via deux vecteurs. Le premier, c'est que dès qu'on crée une unité de méthanisation, il y a quand même des emplois qui en découlent. Alors, par unité de méthanisation, on estime qu'il y a entre 1 et 2 emplois qui peuvent être créés en conséquence pour gérer cette unité, appuyer les porteurs de projet à la gestion de cette unité. Et ça apporte également un complément financier à l'acteur qui va injecter sur le réseau. Puisque quand vous injectez le biométhane sur le réseau, ce biométhane, il vous est racheté par un fournisseur d'énergie. Le fournisseur d'énergie, il verse ce qu'on appelle un tarif d'achat, le fameux tarif d'achat. Et donc, ce tarif d'achat, c'est un complément de revenu qui permet d'amortir le processus de méthanisation, mais aussi, on pourrait imaginer, qui permet d'amortir une partie des coûts qui vont être liés à la collecte des biodéchets qui va être imposée dès 2024, ou des coûts que toute exploitation agricole va avoir dans la récolte des sipans qu'elle avait auparavant et maintenant des cives, voire de ces cultures dédiées à l'alimentation. Et donc, si on prend l'angle méthanisation agricole, il y a un vrai troisième enjeu ou troisième service qui est rendu au territoire, c'est cet apport de revenus, comme je viens de le dire, ce tarif d'achat qui permet de pérenniser souvent les installations agricoles. Et c'est aussi ce digestat qui permet de se substituer à tout ce qui est engrais chimique. Donc là, c'est à la fois un gain économique, on n'achète plus d'engrais à l'extérieur, et en plus de ça, c'est un gain écologique, puisqu'on utilise un engrais qui est organique et qui est donc propre, qui ne contient pas de pesticides ou autres éléments contestables. Peut-être pour vous donner un petit peu un ratio, parce qu'on voit qu'on mélange beaucoup de choses, on met des déchets, on le met dans une grande cuve et puis on sort quelque chose, ces deux coproduits. Pour avoir les ratios en tête, globalement, on estime qu'aujourd'hui, un site de méthanisation, pour être viable sans problématique, il doit traiter entre 8 000 et 10 000 tonnes de déchets par an. Alors, il y a des sites plus petits qui sont en service et qui vont se développer, y compris en Ile-de-France. Donc, c'est possible de faire plus petit, mais faut penser le projet différemment. C'est possible, mais vous pouvez retenir entre 8 et 10 000 tonnes de déchets par an comme point de départ. Ces 8 à 10 000 tonnes de déchets par an se transforment en deux produits, on l'a vu, le gaz et le digestat. En termes de digestat, ce qu'il faut regarder, c'est qu'à peu près tout ce qui va rentrer en tonnage au niveau du méthaniseur va ressortir en tonnage de digestat. Donc, on dit souvent que quand vous rentrez 100% ici, l'équivalent de 100% en tonnes de déchets, vous ressortez à peu près entre 90 et 100% d'équivalent en digestat. Équivalent plutôt minéral, je l'ai dit tout à l'heure, pas organique. Et en biométhane, vous voyez, si vous avez à peu près 10 000 tonnes de déchets qui sont traités par an, vous ressortez avec 100 normomètres-cubeurs de biométhane injectés sur le réseau. 100 normomètres-cubeurs, ça fait quand même une quarantaine de bus qui pourraient rouler au biométhane et donc à l'énergie verte, et environ 1500 maisons. Ce qu'il faut garder en tête pour vous donner un peu une idée des projets, aujourd'hui, la taille moyenne d'un projet de méthanisation, c'est autour de 150 normomètres-cubeurs. Donc là, on est un peu en dessous, une centaine. Mais c'est des projets qui sont tout à fait viables à 100 normomètres-cubeurs. On en a en Ile-de-France et on en a dans toute la France.
Après, pour vous situer peut-être un petit peu un projet dans le temps, parce que c'est pas, enfin, comme tout projet, ça prend du temps et c'est pas évident de se projeter dans ce projet. Aujourd'hui, on estime qu'un projet de méthanisation agricole, donc je précise bien agricole, qui a une majorité ou en tout cas une forte part de déchets agricoles, va mettre entre 3 et 5 ans à se développer. 3 et 5 ans, c'est vraiment entre la date où je me dis j'y vais, je commence mes études, je structure mon projet et je mets en service mon projet, c'est-à-dire je fais la première injection. Si par contre vous êtes sur un projet qui intègre des biodéchets, vous allez plutôt être sur 5 à 7 ans de procédure. C'est vrai aussi pour les stations d'épuration. La raison, elle est plutôt administrative, c'est qu'on passe sur d'autres types d'autorisations, d'autres types de contrôles. Donc ça peut mettre parfois un peu plus de temps pour cette typologie d'intrants versus la typologie agricole. Mais globalement, vous le voyez, on est quand même sur un horizon de temps raisonné, 3 à 5 ans ou 5 à 7 ans. C'est des projets qui émergent, qui prennent du temps, mais qui émergent quand même relativement rapidement. Et enfin, le dernier point, c'était pour vous donner un petit peu une photo de l'écosystème, parce qu'il y a en fait beaucoup d'acteurs qui vont miroiter autour d'un projet de méthanisation. Mais bien sûr, le principal acteur, hein, c'est l'exploitant, c'est le producteur de biométhane. Donc le producteur de biométhane, ça peut être un collectif, ça peut être une personne seule, que ce soit un agriculteur, une collectivité, un opérateur privé ou public. En tout cas, vous avez le producteur de biométhane. Ce producteur, il a une première interface avec un fournisseur d'énergie, puisque c'est ce fournisseur, comme on l'a dit, qui va lui racheter le biométhane. Le rachat de ce biométhane se fait via le tarif d'achat, et ce tarif d'achat, c'est un prix fixe garanti pendant 15 ans. Donc, sauf cas de force majeure, puisque c'est une clause qui existe dans tous les contrats, le producteur de biométhane, il est certain pendant 15 ans de toucher une rémunération fixe pour le biométhane qu'il va injecter sur le réseau. À côté de ça, le producteur il est également en contact avec GRDF, donc avec nous, puisque on va assurer tout ce qui est injection du biométhane sur le réseau. Donc, il signe différents contrats qui garantissent qu'on met en place les réseaux qui vont être nécessaires, on met en place et on opère le poste d'injection, donc là, vraiment la dernière partie qui fait la jonction entre le site de production et le réseau. Et enfin, bien sûr, vous avez le consommateur. Parce que le consommateur, c'est celui qui drive aussi la dynamique biométhane, puisqu'il va consommer du gaz renouvelable et donc il va contractualiser auprès d'un fournisseur une offre verte plutôt qu'une offre classique gaz naturel. Est-ce que peut-être avant qu'on rentre dans la dynamique de développement du biométhane, il y a des questions sur le processus en lui-même et la façon dont ça fonctionne ? Du coup, je vous propose de continuer. Donc, sur la dynamique biométhane, ce que vous avez à l'écran, c'est la photo à date. C'est-à-dire que ce sont les sites qui injectent déjà sur les réseaux des opérateurs de réseau, donc que ce soit GRDF ou d'autres acteurs du territoire. Donc, vous voyez, au niveau Île-de-France, on a quand même une dynamique réelle. On est à 242 sites en injection. Ça représente un peu plus de 4 TWh. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la filière méthanisation, elle a véritablement décollé. Les premières injections, elles sont apparues en 2015. On est en 2021, ça fait 5-6 ans plus tard. On a déjà une belle dynamique, 242 sites, 4 TWh, c'est pas négligeable. Et on retrouve la caractéristique que je vous disais, c'est-à-dire que la majorité des sites se font quand même avec de la méthanisation agricole. Donc une part d'intrants, voire une forte part d'intrants agricoles. Ces 242 sites, ils sont déclinés à l'échelle régionale. Et donc, à l'échelle Île-de-France, on a quand même 20 sites aujourd'hui qui injectent du biométhane. La région Île-de-France, c'est la deuxième région la plus dynamique en termes de développement du biométhane après l'Est. C'est surtout l'Est de la France qui s'est beaucoup développé au départ dans la méthanisation. En tout cas, il y a une vingtaine de sites aujourd'hui qui injectent au plan... sur l'Île-de-France. Ça représente 300 gigawattheures de consommation de gaz possible. Et on retrouve la même spécificité qu'au national, c'est quand même plutôt des projets agricoles, avec quand même une vraie différence est-ouest au niveau de l'Île-de-France, puisque c'est à l'est que vous allez retrouver la majorité des sites agricoles. Ils sont d'ailleurs tous agricoles, ceux qui sont en fonctionnement à l'est. À l'ouest, vous avez une diversité de profils. Vous allez avoir à la fois des stations d'épuration, vous avez aussi une ISDND qui méthanise, et vous avez de l'agricole 100%, et aussi du fameux agricole territorial, c'est-à-dire le mix agricole et déchets du territoire. Et donc, pour donner la photo vraiment à l'échelle du département,
à l'échelle des Yvelines, on a quand même 3 sites qui injectent aujourd'hui, 3 sites qui représentent 23 gigawattheures par an, et donc 3 sites qui sont différents. Vous le voyez, on a effectivement 2 steps, comme je vous le disais, et un projet agricole territorial. Pour vous donner un petit peu les perspectives, donc tous les chiffres que vous voyez là, c'est des chiffres qui sont notamment issus de ce qu'on appelle le registre des capacités d'injection. Donc le registre des capacités d'injection, c'est une base de données qu'on partage entre opérateurs de réseau. C'est une base de données qui nous permet de suivre les projets qui vont se raccorder sur les différents réseaux. Le projet, une fois qu'il est inscrit au registre d'injection ou des capacités d'injection, il a réservé une capacité, ce qui veut dire que le volume d'injection qu'il nous annonce lui est réservé et on estime que sous 3, 5, 7 ans, si vraiment c'est un projet qui prend un peu plus de temps, il va venir se raccorder sur le réseau. Donc c'est des projets, les chiffres que vous voyez là, qui ont quand même de fortes chances d'aboutir sous les prochaines années et sous au plus tard l'horizon 2030. Vous le voyez, au niveau national, il y a plus de 1000 sites qui sont inscrits. Ces 1000 sites, ça représente quand même 26,5 TWh. Donc, pour faire peut-être le lien avec les objectifs qu'on a vus au départ et la fameuse différence entre au niveau législatif, on estime 6 TWh en 2023, au niveau opérateur de réseau, filière biométhane, on va plutôt estimer 12 TWh. La raison pour laquelle on croise 12 TWh et il est réaliste, c'est ce chiffre que vous voyez ici, ce 26,5. Pourquoi? Parce que ce 26,5, il contient déjà, parmi ces TWh-là, il y a déjà la moitié, donc 13 TWh de biométhane et donc de sites, entre guillemets, alors ce n'est pas des équivalents sites, mais de production, qui ont signé un contrat d'achat avec un fournisseur de gaz. Donc à partir du moment où un site signe un contrat d'achat avec un fournisseur de gaz, il y a quand même de fortes chances qu'il arrive à l'injection parce qu'il a trouvé son rendement économique, il a trouvé son financeur majoritaire, donc il n'y a pas de raison qu'il n'aboutisse pas. Vous voyez, on a déjà la moitié qui, aujourd'hui, ont signé des contrats d'achat. Alors, sur ces 13 TWh, vous avez les 4 TWh qu'on a vus juste avant et qui injectent déjà, bien entendu. Mais en tout cas, comme on a déjà 13 TWh de signés, se dire qu'à 2023, on arrive à 12 TWh, ce n'est pas totalement irréaliste et c'est plutôt appuyé par les faits. Et donc, il reste 13 TWh encore qu'on serait capable de transformer sous 3, 5 à 7 ans, encore une fois. Alors bien sûr, on ne transformera sûrement pas ces 13 TWh, on n'aura pas un équivalent de 1000 sites sur le territoire national parce que vous avez des projets qui vont être abandonnés, comme toute vie projet, vous en avez qui vont se rassembler pour des raisons diverses ou variées, mais en tout cas, on a un beau potentiel et une belle dynamique et beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui se lancent dans la méthanisation pour attester de ce chiffre de 26 TWh. Et cette belle dynamique, elle se retrouve au niveau Île-de-France et en particulier département des Yvelines, puisqu'en Île-de-France, vous le voyez, on a 72 sites inscrits. Ça représente environ 2 TWh par an. Donc encore une fois, les 72 ne verront peut-être pas le jour, mais une partie est toutefois bien lancée pour aboutir à des projets concrets. Et ce 72, ça se traduit, alors là c'est un horizon plus court sur 2022, 2023, 2024, à peu de choses près, par une dizaine de sites qui pourraient voir le jour dans les Yvelines. Encore une fois, avec une grande diversité de sites, ça peut être des steppes, donc ça peut être de l'agricole, 100% agricole, puisqu'aujourd'hui on n'a pas du 100% agricole, et ça peut être de l'agricole territorial. Donc on retrouve les typologies de sites diversifiés qu'on a vus juste avant. Merci Clotilde pour cette présentation. Il y a 2 questions au sujet de la première, c'est concernant le bilan énergétique pour l'agriculteur qui apporte de la biomasse. Oui. Est-ce qu'on aurait des éléments sur le bilan énergétique d'un agriculteur qui apporte de la biomasse? Est-ce que c'est des choses qu'on a Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut compléter sur ce qui était attendu. Bon, je tente une réponse, alors n'hésitez pas si c'est pas... je crois que son micro est désactivé. Il pas de souci. Alors, du coup, ce qui aujourd'hui il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 typologies d'apport pour un agriculteur. Soit effectivement, il apporte juste, je veux dire comme ça, ses intrants, il n'est pas forcément opérateur du site, et dans ce cas-là, il va pas, son bilan énergétique ne va pas forcément être majoritairement modifié par la production du biométhane, sauf si
et on a aujourd'hui des réflexions qui se font. Il y a même un modèle qui existe. Il convertit une partie notamment de sa flotte, ses tracteurs, hein, typiquement au GNV et donc au bio-GNV, c'est-à-dire au biométhane. Là, il va gagner dans son bilan énergétique. Ou alors, après, l'agriculteur, bien sûr, est lui-même exploitant du site. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut attester d'une production d'énergie renouvelable. Après, si derrière, ce qui était peut-être implicitement porté par la question, c'est notamment les crédits carbone, comme on peut le connaître, puisque aujourd'hui, il y a des exploitations agricoles qui arrivent à revendre leurs crédits carbone. En tout cas, il y a un marché du crédit carbone qui existe. Aujourd'hui, le biométhane, il n'est pas encore intégré à ce marché du crédit carbone lié à l'agriculture. Par contre, effectivement, il est clair que c'est une énergie renouvelable, il est reconnu comme tel. Il a un bilan carbone qui est largement inférieur au gaz naturel. Pour vous donner le ratio, le gaz naturel, aujourd'hui, ça a un bilan de 227 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Le biométhane, on est à 23 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc, on est quand même sur un vrai gain énergétique par rapport à l'énergie comparée qui est le gaz naturel. Mais bon, si vous le comparez au fioul, au charbon, c'est encore plus avantageux parce qu'on est sur des valeurs encore plus élevées. Donc, il est clair que voilà, c'est pas pris en compte aujourd'hui législativement dans les crédits carbone, mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas à l'avenir parce que c'est une énergie renouvelable et par contre, l'économie de CO2 est bien là. Une autre question sur des agriculteurs qui seraient potentiellement tentés de produire des cultures qui produisent des déchets. Au lieu de produire des cultures standards, en fait, c'est privilégier des cultures qui seraient censées produire des déchets pour produire du biogaz. Est-ce que ça rejoint un peu les cultures peut-être à vocation énergétique qui pourraient amener une dérive? Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que de toute façon, avec cette limite législative des 15% de culture alimentaire qui serait mis dans un méthaniseur plutôt que vendu sur le marché de l'alimentaire, la dérive n'est pas, entre guillemets, possible parce qu'il y a un contrôle, c'est-à-dire que dès qu'on devient agriculteur méthaniseur, on doit faire un suivi de ces intrants, c'est-à-dire qu'on suit le tonnage d'intrants et donc la part de culture qu'on met dans le méthaniseur, on doit l'attester, on est contrôlé régulièrement par les services administratifs et donc on ne peut pas, je dirais du jour au lendemain, se dire je ne fais plus de culture alimentaire mais je cultive uniquement à 100% de la culture dédiée, je mets tout dans mon méthaniseur comme on peut le voir en Allemagne. Ça c'est interdit et en plus contrôlé pour ne pas être fait. Après, effectivement, les agriculteurs qui aujourd'hui méthanisent ont par contre tous, à ma connaissance, alors je m'avance peut-être un peu parce que je n'ai pas tous les projets en tête, mais en tout cas la plupart ont effectivement quand même intégré des cives, donc les fameuses cultures intermédiaires entre les cultures principales, pour pouvoir alimenter leur méthaniseur. Mais encore une fois, c'est une culture qu'ils faisaient déjà, alors pas avec les mêmes typologies, mais qu'ils faisaient déjà auparavant par des obligations réglementaires. Et aujourd'hui, on a des premiers REX, parce que comme je vous l'ai dit, c'est parti en 2015, la méthanisation, donc c'est pas non plus très ancien. Dans les premiers REX des agriculteurs, ils nous disent que le fait d'avoir des cibles, si c'est fait de manière raisonnée, encore une fois, l'idée c'est pas d'épuiser la terre, et même eux, ils n'ont aucun intérêt à épuiser leur propre terre. Si c'est fait de manière raisonnée, il n'y a pas du tout de perte en termes d'apport pour le sol, en termes de, je dirais, solidité du sol et durée de vie du sol. Donc c'est plutôt même bénéfique pour certains dans certaines zones de France. Ça permettait de vraiment conserver les sols plus que les sciants ou les laisser nus. Très bien. Merci Clotilde. Juste avant de basculer sur la deuxième partie, ce qu'on peut éventuellement retenir de cette première partie, c'est que la méthanisation est une première brique des gaz renouvelables, parmi les autres gaz renouvelables qui vont se développer à long terme. Ce qu'on comprend également, c'est que c'est une solution adaptée pour traiter plusieurs types de déchets sur le territoire. On a une diversité d'intrants. Ça vient du territoire, les intrants viennent du territoire, ils repartent au territoire, sous forme à la fois d'énergie renouvelable et d'engrais naturel. Et enfin, par rapport aux cartes que tu nous as présentées, Clotilde, on voit qu'il y a un potentiel intéressant sur la région de France qu'on pourra développer dans les années à venir. Donc, on peut enchaîner. Y a-t-il d'autres questions, éventuellement, avant d'enchaîner? Moi, j'aurais une petite question qui porte. Bonjour, Caroline Bouis de Bailly. J'aurais une petite question qui n'est pas exactement sur la partie production agricole, mais sur l'une de vos premières slides. Il était question dans la partie la plus basse
d'un mode à l'étude de production de méthane qui consistait à récupérer voilà, la partie basse là, avec les éoliennes, récupérer, j'imagine, de l'électricité et d'électrolyser de l'eau. Et je me demandais si des bilans carbone de cette opération avaient été faits, parce que le méthane est quand même un gaz à effet de serre. Et quand on a de l'énergie pure, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à investir dans des moyens de récupérer la fameuse électricité renouvelable, élémentaire sous sa forme primitive et pas à la transformer en gaz, enfin en méthane. Voilà. Alors, Juste pour savoir s'il y a des bilans globaux qui ont été faits. Alors effectivement, il y a des premiers bilans carbone qui ont été faits sur la chaîne complète. Alors déjà, ce qui est, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important effectivement, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous, dans cette troisième voie de production de gaz renouvelable, ce qu'on vise, c'est l'électricité plutôt excédentaire. Donc, ça va être de dire, soit c'est pas intéressant d'aller vendre sur le réseau ELEC parce qu'en fait, je suis dans des périodes où il n'y a pas de consommation, peu de consommation, soit je peux plus stocker mon électricité pour des raisons diverses et variées parce que c'est pas une énergie stockable très longtemps et j'ai pas l'exutoire réseau à côté de moi, soit pour... donc, c'est vraiment de dire, ça vient pas en remplacement de l'électricité renouvelable qu'on utiliserait dans sa première effectivement fonction qui est l'électricité renouvelable. Ça, c'est évident qu'il vaut mieux, ne serait-ce que parce que il y a un rendement plus intéressant. Hein. Vous avez de l'électricité renouvelable, vous l'utilisez en électricité renouvelable, c'est plus intéressant que d'aller le transformer. Là, c'est vraiment de dire cette électricité qui est aujourd'hui perdue, est-ce qu'on ne peut pas la réutiliser pour en faire encore plus d'énergie renouvelable ou la stocker aussi, hein, parce que la transformation en hydrogène, c'est typiquement ça. Hein, ça permet de stocker l'électricité bien plus longtemps que ce qu'on pourrait le faire de manière classique. Donc déjà, l'idée, c'est que ça ne vienne pas en concurrence de l'usage direct d'électricité renouvelable. Et après, en termes de bilan CO2, alors aujourd'hui, il n'y a pas de valeur, je dirais, attestée dans différentes études, parce que le 23 grammes que je vous ai donné pour le biométhane, c'est une valeur qui a été attestée aujourd'hui dans différentes études officielles d'organismes publics et autres. Mais aujourd'hui, on estime que le bilan environnemental de ce CH4 de synthèse, il est inférieur, alors on n'a pas encore de chiffre fixe, mais il est inférieur au biométhane. Il est inférieur parce qu'en réalité, le CO2 que vous allez capter ici, c'est un CO2 qu'on estime entre guillemets organique, ou en tout cas qui dans tous les cas serait relâché dans l'atmosphère. Donc le capter, c'est toujours plus avantageux que de le laisser dans l'atmosphère, qu'il soit issu d'industrie ou dans l'air naturellement. Et l'hydrogène, à partir du moment où elle est produite à partir d'électrolyse de l'eau, elle est quand même relativement peu émettrice. Donc vous arrivez à un process qui est inférieur aux 23 grammes aujourd'hui de CO2. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions du coup? Très bien. Du coup, on pourra lancer la deuxième partie concernant les acteurs du territoire en lien avec le développement de la méthanisation. Je crois que c'est toi, Clotilde, qui ouvre la première slide. Oui, c'était effectivement pour terminer la boucle sur les échanges sur la méthanisation. Donc, il y a différents acteurs qui sont susceptibles d'accompagner un projet de méthanisation sur le territoire. L'idée, c'était de faire un focus aussi sur deux acteurs en particulier, donc à la fois GRDF et puis la région Île-de-France et les différents consortiums dont elle fait partie. Sur la partie GRDF, aujourd'hui, on essaie d'accompagner à la fois les porteurs de projets et à la fois les collectivités territoriales qui sont largement moteurs et encore une fois essentielles à l'émergence d'un projet de méthanisation. Du point de vue porteur de projet, ce qu'il faut garder en tête, c'est que GRDF peut être présent tout au long du processus projet, en amont comme pendant la vie du projet. Alors l'après, c'est à venir parce qu'on n'a pas encore eu d'après, on n'a pas passé les 15 ans et puis l'idée c'est qu'après 15 ans, ça se continue, un projet. En amont, le rôle que va jouer GRDF et l'apport que peut avoir pour un porteur de projet GRDF, c'est notre fonction primaire d'abord d'opérateur de réseau, c'est-à-dire qu'on va faire toute une série d'études qui permettent de de connaître les modalités de raccordement du projet, de connaître également la capacité d'accueil, d'orienter éventuellement dans le positionnement du poste d'injection pour que ce soit le plus optimisé possible. On prend aussi, on raccorde bien sûr le projet en termes de travaux, mais on prend aussi une partie du coût de raccordement à notre charge. Aujourd'hui, on prend 40% du coût de raccordement à notre charge, les 60% restants étant à la charge des porteurs de projet. Et on essaie aussi en amont parce qu'on sait qu'il y a un vrai enjeu autour de la communication qu'on peut faire sur un projet pour faciliter son intégration dans les territoires.
Donc, on essaie d'être en appui aussi sur la communication et la pédagogie autour du projet. Ça peut passer par des visites de sites, ça peut passer par des sessions d'information publique, ça peut aussi passer par partager les études qu'on va faire au cours de l'année sur l'impact de la méthanisation sur tel et tel élément du territoire, typiquement l'immobilier, ça peut être aussi tout ce qui va être sur l'impact des cultures, par exemple, sur le sol. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on met à disposition des porteurs de projets pour les aider, les appuyer dans la communication sur leur projet. Et pendant la durée de vie du projet, je l'ai dit, on reste exploitant et en charge de l'injection sur le réseau. Donc, on gère le poste d'injection. Ça garantit aussi une certaine sécurité puisque c'est notre cœur de métier. Donc, on garde ça à notre main pour garder les analyses, le comptage et la sécurité du réseau à notre main. Et on aide aussi, bien sûr, et on appuie le porteur de projet dans la valorisation de son projet. Encore une fois, événementiel, visite de site pour que voilà, son projet il puisse toujours en parler avec la collectivité dans laquelle il a implanté, mais aussi avec d'autres acteurs qui souhaitent se lancer ou se questionnent. Ce qui est peut-être important à retenir pour vous, c'est que la limite de l'intervention de GRDF aux côtés des porteurs de projets, c'est qu'on ne peut pas investir dans un projet de biométhane. On a une interdiction réglementaire, on n'ira jamais financer des méthaniseurs. La seule partie sur laquelle on peut investir, c'est le coût de raccordement et certaines études. Après, à côté des porteurs de projets, on accompagne aussi les collectivités territoriales. Donc, il y a les missions, je dirais, classiques. Hein, bien sûr, dans le réseau circule du gaz naturel ou du biométhane, on l'exploite et on le maintient pour le compte des collectivités territoriales. Donc, on a cette activité en continu. L'idée, c'est aussi, on le sait, hein, la transition énergétique, c'est loin d'être facile à appréhender pour un territoire, pour une collectivité. Donc, l'idée, c'est aussi de vous accompagner au mieux et d'accompagner au mieux ces acteurs dans un peu l'appréhension de la transition énergétique, en quoi le biométhane peut répondre potentiellement à leurs besoins et aux différents exercices énergétiques qu'ils doivent mettre en place. Et enfin, on essaie aussi de mettre en relation les acteurs du territoire. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, les projets de méthanisation, ça implique plein d'acteurs, des agriculteurs, des industriels, des acteurs publics. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'on puisse être vecteur de lien entre tous ces acteurs qui échangent déjà sur plein de choses, mais pas forcément la méthanisation. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir parler méthanisation avec l'ensemble des personnes autour de la table. Voilà pour, en quelques mots, l'accompagnement GRDF sur le biométhane. Donc là, la suite, donc il y a Madame du côté de la région qui reprend la main. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Je vous laisse la main pour faire défiler les slides. Oui, pas de souci, vous me dites. Ah bah, très bien. Et juste pour vous préciser, c'est pas par timidité, mais ma caméra ne fonctionne pas, donc vous n'aurez que le son et j'en suis bien désolée. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Séverine Ducotet, chef de projet biomasse énergie au sein de la région Île-de-France. Et je suis plus particulièrement en charge de toutes les questions relatives à la méthanisation. Donc, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de vous présenter l'action de la région et au-delà de la région, de l'ensemble de ses partenaires, car vous verrez qu'il y a une dynamique partenariale très forte qui a été mise en place pour le développement harmonieux de cette filière sur le territoire francilien. Donc, historiquement, la région a été présente dès le début, dès les premières opérations qui se sont développées au début des années 2010. Il y avait historiquement des digesteurs sur les stations d'épuration depuis parfois des dizaines d'années. Il y a un regain d'intérêt et un fort développement de la méthanisation à cette époque-là, autour de la méthanisation agricole d'une part et territoriale d'autre part, pour traiter notamment les premières collectes de biodéchets alimentaires. Donc la région, en tant que chef de file énergie-climat, et l'ADEME, en tant que bras armé en fait, de l'État pour la mise en place des politiques environnementales relatives à l'énergie et aux déchets, ont donc accompagné financièrement ces opérations pionnières. Et en parallèle, il a été décidé par les élus régionaux de porter une première stratégie régionale de développement de la méthanisation, en fait, pour favoriser les conditions d'un essor équilibré de la méthanisation en Île-de-France, stratégie qui a été adoptée en février 2014. Donc, cette stratégie, elle s'appuyait sur une animation territoriale et un dispositif de financement qui a été conçu en fait dès le départ pour être mis en œuvre conjointement avec l'ADEME au travers d'appels à projets communs, ce qui se pratique également sur les autres énergies renouvelables en Île-de-France. Donc, sur la base de ces 5 ans de stratégie, nous avons fait un bilan coporté toujours avec l'ADEME d'évaluation de cette politique publique, à la fois au niveau des nombres de projets qui sont arrivés au bout de leur réalisation,
du budget consacré respectivement par l'ADEME et la région, et aussi d'un point de vue qualitatif, pour essayer de trouver, de bien identifier les atouts et les freins intrinsèques aux caractéristiques propres du territoire, aux difficultés que pouvaient rencontrer les porteurs de projets, mais également pour identifier en fait les freins et les leviers de simplification et d'optimisation de nos politiques d'accompagnement. Donc cette évaluation, elle a été menée en 2018 et 2019 par 2 cabinets indépendants mandatés par la région à l'ADEME. Et ces conclusions ont permis d'alimenter l'élaboration d'un nouveau plan régional méthanisation qui a été adopté par les élus en novembre 2019. Donc un plan que je vais vous présenter rapidement, voilà, sur la slide suivante. Alors ce plan, il s'articule autour de 6 grandes priorités. Donc il y a un premier axe qui s'est révélé en fait fondamental pour accompagner et coordonner les actions autour de la montée en puissance de la filière, c'est structurer une animation territoriale avec la mise en place d'un collectif de partenaires institutionnels réunis sous le nom de Prometa. Donc une des vocations de ce collectif est bien sûr d'accompagner les porteurs de projets dans tous les aspects du montage opérationnel de leur unité. Parce qu'on a pu faire le constat que ce sont des projets très complexes et que les porteurs de projets, notamment agricoles, n'ont pas forcément une connaissance exhaustive de tous les aspects qu'ils auront à traiter. Donc ça fait le lien avec le deuxième axe du plan méthanisation qui consiste à accompagner la montée en compétences des acteurs au travers de programmes de formation et de ressources qui sont mis à disposition sur le site internet de Prometa ou même directement élaborés par ses membres au travers de groupes de travail. Alors, troisième axe fondamental donc, qui a été évoqué par Clotilde Marius, c'est favoriser l'acceptabilité des projets pour essayer de répondre aux idées reçues, répondre également aux inquiétudes légitimes en fait, qui sont posées par les élus et les riverains des futurs sites et mettre en perspective les atouts des projets pour le territoire, en fait en donnant des arguments factuels et documentés sur chaque question soulevée. C'est aussi en fait le rôle du collectif Prometa d'apporter ces éléments, donc avec des documents, des ressources, mais également au travers d'interventions comme aujourd'hui, et de visites de sites qui devraient se multiplier dès que les conditions sanitaires le permettront. Voilà, il s'agit de favoriser en fait la culture collective autour de la méthanisation, que ce soit au niveau des professionnels, du grand public et des porteurs de projets, de façon à ce qu'ils soient bien sensibilisés à l'importance de cette question et puis bien outillés pour mettre en place la concertation autour de leur projet. Alors ensuite, très important aussi, c'est soutenir l'investissement pour assurer l'équilibre économique des projets, accompagner les porteurs de projets tout au long de leur développement. Donc, je vous détaillerai ce dispositif d'accompagnement financier dans la deuxième partie de mon intervention. Le budget moyen d'intervention de la région pour la méthanisation a été porté à environ 10 millions d'euros par an depuis 2019, donc ce qui traduit vraiment un effort considérable pour cette filière. Alors, le cinquième axe du plan méthanisation porte sur l'aval, donc l'utilisation du biométhane sous forme de carburant. Donc, c'est constitue l'une des utilisations les plus pertinentes en fait, de cette énergie. Donc là, la région intervient à 2 niveaux. D'une part, sur l'aide à la conversion du parc de véhicules vers une motorisation électrique ou GNV, au travers du dispositif véhicule propre, qui est à destination des professionnels, et qui est l'une des composantes du plan Changeons d'air en Île-de-France. On accompagne aussi l'essor des stations d'avitaillement GNV au travers d'une prise de participation dans la société d'économie mixte CIGEF Mobilité, donc qui a pour objectif de mailler le territoire sur son périmètre d'intervention en station d'avitaillement. Enfin, pour terminer, porter la voix de la filière au niveau national via des prises de position, des participations aux travaux, des consultations qui sont menées sur toutes les évolutions réglementaires et tarifaires qui ont été très nombreuses ces derniers temps, en formulant des propositions et des recommandations. Alors, on peut passer à la slide suivante. J'ai évoqué à plusieurs reprises le collectif Prometa, donc, qui est né d'une part d'un constat fait d'une nécessité de structurer la filière francilienne et d'autre part de la volonté des élus régionaux de formaliser ce partenariat, donc, qui a été construit progressivement au cours de longs mois de discussion avec les partenaires institutionnels, là, dont vous voyez les logos à l'écran, notamment celui de GRDF, qui est, comme vous avez pu le voir, très actif pour la promotion de la filière.
et également celui de l'AREC, donc l'Agence régionale énergie-climat, qui assure l'animation du collectif, l'hébergement du site internet et puis la mise en ligne et l'élaboration des différents supports. Et comme des images valent mieux qu'un long discours, je vous laisse découvrir le collectif au travers d'une petite vidéo de présentation. Je vous laisse la lancer. Voilà, merci pour cette petite présentation. Donc, vous voyez un peu l'esprit du collectif, c'est partager, travailler ensemble, échanger, informer, et on l'espère dans des conditions un peu plus agréables et interactives qu'au travers d'écrans très prochainement. Alors, il y a déjà, peut-être avant de passer à la deuxième partie de l'intervention, il y a déjà une question sur le chat sur le département des Yvelines. Effectivement, pour l'instant, le collectif Prometa, il associe le département de Seine-et-Marne et celui de l'Essonne, qui sont, on va dire, les plus moteurs sur la région pour travailler sur cette question-là. Après, ça n'empêche que la porte est ouverte à tous les autres départements qui souhaitent rejoindre le collectif. On a d'ailleurs des échanges réguliers avec la référente méthanisation au niveau du département des Yvelines. Donc, je pense que c'est une question de temps pour que le collectif s'élargisse avec l'ensemble des départements franciliens. Et voilà, avant de passer à la deuxième partie, je profite aussi de cette tribune pour vous informer qu'il y a eu un webinaire de lancement de Prometa le 8 mars dernier. Et vous pouvez retrouver sur le site internet le replay des interventions, les supports, les questions-réponses. Je vous informe également qu'il y a un webinaire de restitution des travaux du groupe de travail acceptabilité qui se tiendra dans tout juste une semaine. Donc les inscriptions sont libres et gratuites, bien entendu. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, j'en viens à la deuxième partie de mon intervention sur les dispositifs d'aide. Et je me fais à cette occasion le porte-voix de notre partenaire, l'ADEME, puisque l'accompagnement financier des porteurs de projets se fait aussi dans une logique partenariale très étroite. Donc, de façon assez classique, nous subventionnons les études préalables, les études de diagnostic, en fait, tous les travaux qui précèdent la réalisation des unités. Donc, à un taux de 50%, qui peut monter à 70% quand il y a une dimension territoriale, par exemple pour un schéma global de développement qui serait porté par une collectivité. Donc, il y a une petite différence entre les deux organismes. La région ne finance que des dépenses d'investissement,
Donc tout ce qui est étude de faisabilité au sens large, mais qui est rapporté à un projet, tandis que l'ADEME prend en compte toutes les dépenses. Donc c'est pour ça que l'accompagnement à la concertation va plutôt être financé par l'ADEME. Et bien sûr, le cœur du financement consiste à subventionner les travaux de construction d'unités proprement dit. Donc là, on procède par appel à projet, donc ils sont communs ADEME Région depuis 2015. Les appels à projets méthanisation agricole et non agricole classiques sont lancés 2 fois par an. Nous avons également un dispositif pour les projets un peu atypiques, comme la micro-méthanisation de biodéchets alimentaires, qui lui est ouvert en permanence, de même que l'aide aux études. Donc l'instruction des projets est conjointe, elle associe aussi d'autres partenaires au-delà des stricts organismes financeurs. Le jury est ainsi composé de la région, l'ADEME bien sûr, des services de l'État, donc la DRIE et la DRIAF, l'AREC, la BPI, et ponctuellement les autres financeurs qui peuvent être associés sur les projets, comme l'Agence de l'eau ou certains départements. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. L'instruction des dossiers porte sur de très nombreux critères. Alors, tout d'abord, des critères d'éligibilité. Donc, les projets faisant appel à des ordures ménagères résiduelles sont exclus des dispositifs d'aide, mais sinon, tous les autres types de méthanisation sont accompagnés. Il y a quelques spécificités selon les financeurs, comme par exemple pour les projets de méthanisation de boue, pour lesquels l'assiette des dépenses éligibles n'est pas la même entre la région et l'ADEME, de même que pour les statuts des porteurs de projets. Mais globalement, l'idée, c'est quand même de pouvoir couvrir tous les cas possibles et accompagner tous les porteurs de projets qui se présentent. On vérifie bien sûr que les projets assurent un taux de valorisation énergétique suffisant, à l'exception des projets de micro-méthanisation de biodéchets alimentaires, car on les considère davantage comme des installations de traitement de proximité que comme des installations de production d'énergie. Voilà, il faut également que les projets passent un certain nombre d'étapes techniques, administratives, juridiques, etc. Et que bien sûr, les intrants d'une part et les débouchés agronomiques et énergétiques d'autre part soient sécurisés. Donc tout ça, ce sont des préalables pour pouvoir candidater. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, au-delà de ces critères d'éligibilité stricte, le jury va examiner un certain nombre de critères d'appréciation pour juger de la qualité des projets. Donc, je ne vais pas tous vous les détailler, ce sera un peu long, mais vous pouvez en prendre connaissance dans le règlement de l'appel à projet qui est disponible en ligne sur le site de la région. Ce qui est important de rappeler, c'est que ces critères ne portent pas uniquement sur des aspects purement techniques, mais qu'on évalue des projets sur l'ensemble des impacts, positifs ou négatifs, qui sont susceptibles d'avoir sur leur territoire d'implantation, que ce soit par exemple au niveau du paysage, de l'évolution des pratiques agricoles qui sont induites par la mise en place d'un méthaniseur, du dialogue qui est mis en place avec les acteurs du territoire, les élus, les riverains, etc. Ça me permet aussi également de dire que l'apport des financeurs n'est pas que financier, mais que l'ensemble des membres du jury est là aussi pour accompagner, conseiller les porteurs de projets sur les différents aspects du développement du projet. Ces projets font l'objet d'une audition d'1h30 à 2h qui est l'occasion d'un dialogue très riche en fait entre les porteurs de projets, leur bureau d'études et les membres du jury. On peut passer à la slide suivante. Voilà, j'en arrive à la conclusion de cet exposé sur les dispositifs d'aide avec la fameuse question qui est quel est le taux d'aide pour laquelle la réponse n'est jamais très simple et c'est souvent ça dépend parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui influent l'équilibre économique des projets. Et chaque projet est un cas particulier, ce qui fait qu'on réalise une analyse économique pour chaque projet de façon à apporter le juste niveau d'aide publique, tout financeur confondu, pour que le projet corresponde aux critères de rentabilité classiques et qu'il soit finançable par les organismes bancaires. Ensuite, il y a une analyse interne qui est effectuée pour vérifier que l'aide envisagée respecte bien les différents plafonds fixés par la région, l'ADEME et l'Europe. Alors, à noter que pour certains projets, on peut aussi combiner les dispositifs d'aide à la méthanisation aux dispositifs spécifiques pour les biodéchets, donc ce qui relève des politiques économie circulaire et déchets. Voilà, donc sur la dernière slide, voilà, vous trouverez mes coordonnées, celles de mon homologue de l'ADEME, Jean-Marie Chaumel, ainsi que des adresses Internet sur lesquelles vous trouverez toutes les ressources que j'ai évoquées lors de cette intervention. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention, puis je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Madame Ducoté, pour ces éléments. Il y a une question qui a été posée au niveau de la messagerie. C'est au sujet de la mobilité. N'y a-t-il pas une certaine concurrence entre le GNV et le plan hydrogène?
Alors, je dirais que c'est pas forcément concurrent, mais c'est des énergies qui n'ont pas tout à fait la même temporalité. Le GNV, il est en plein développement. L'hydrogène, on va dire que c'est le carburant du futur. Il commence à se développer. Mais en gros, vu l'effort de conversion qu'il va y avoir à faire sur le parc de véhicules, c'est bien d'avoir plusieurs solutions et qu'elles peuvent largement se combiner et être complémentaires les unes des autres. Très bien, merci. Si vous avez des compléments à faire de votre côté, je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Alors, les personnes qui le souhaitent peuvent prendre la parole directement, hein, comme on est en fin de présentation. Sinon, à mon niveau, j'ai une question pour vous. C'est est-ce que vous avez la traduction en termes de nombre de projets avec cet accompagnement de la région, notamment avec le plan régional pour la méthanisation? D'ici 2030, les 10 millions d'euros par an qui sont investis, ça va se traduire en quel nombre de projets, nouveaux projets? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a des projets de taille différente. Donc, on a des projets agricoles qui sont plutôt de grande taille par rapport aux standards français. En Île-de-France, on a plutôt des installations de taille assez importante pour les projets agricoles, mais donc c'est surtout ceux-là qui se sont développés ces dernières années et je pense qu'ils vont continuer à se développer dans les prochaines années. Après, on a des projets un peu plus gros, un peu plus importants, qui commencent à voir le jour pour traiter justement un des enjeux majeurs des prochaines années, ce sont les biodéchets alimentaires, dont la collecte et le traitement vont être rendus obligatoires à partir de 2024. Donc ça, c'est aussi des projets de taille un peu plus importante. Donc c'est un peu compliqué de vous donner ça en termes de nombre de projets. Après, l'objectif qui a été établi, la trajectoire qui a été tracée dans le cadre de la stratégie énergie-climat de la région, c'est 5 TWh à l'horizon 2030. Voilà. Après, à quel rythme on va y arriver, sur quelle typologie d'installation, c'est un petit peu flou. L'idée, c'est quand même plutôt que de se focaliser sur un type ou une taille d'installation, plutôt d'accompagner tous les projets qui sont pertinents sur leur territoire, qui ont une cohérence entre leur plan d'approvisionnement, les débouchés énergétiques et agronomiques, et voilà, qui trouvent une logique sur leur territoire. Très bien, merci. Il y a une autre question sur la taille du terrain nécessaire pour un projet de méthanisation. Alors là encore, ça dépend du projet. Grosso modo, je dirais qu'en moyenne, pour les projets agricoles, on est sur des tailles de terrain qui font à peu près 4 hectares. Par contre, ce n'est pas 4 hectares qui sont construits, parce que les constructions elles-mêmes, comme vous voyez sur la photo, il y a une bonne partie du terrain qui est sur des espaces verts. Il peut y avoir aussi des lagunes de stockage de digestat, donc on n'est pas tout à fait sur ce même rapport en termes de bâti. Mais voilà, sur une grosse méthanisation agricole, il faut compter à peu près 4 hectares. Très bien. Alors, et pour le traitement du biodéchet en Suisse, alors, oui, unité de biodéchets, la même question, j'imagine, pour unité de biodéchets. Là encore, ça dépend. Ça dépend parce que pour le coup, les installations de traitement de biodéchets, en fait, il y a deux logiques. Soit les implanter près de leur lieu de production, donc plutôt en zone urbaine où on va plutôt réfléchir à avoir des installations assez compactes, et puis exporter le digestat, le stockage du digestat vers les zones d'utilisation, ou au contraire, avoir une logique d'implanter les installations de méthanisation dans leur ensemble sur des zones où elles ont un petit peu plus de place pour s'étendre. Donc, difficile de répondre comme ça de but en blanc à la question. Ça dépend aussi du dimensionnement de l'installation. Mais souvent, ce qu'on voit sur les installations, alors il y a quelques installations de biodéchets en fait qui sont dédiées au traitement des biodéchets, mais ce qu'on voit aussi beaucoup en Île-de-France, c'est des installations agricoles qui finalement
peuvent consacrer une partie de leur dimensionnement à l'accueil de ce qu'on appelle des soupes de biodéchets qui sont déjà préparées, hygiénisées, déconditionnées, donc prêtes à l'emploi, et qui viennent en remplacement de certaines ressources agricoles. Voilà, ça permet d'avoir des sites un peu délocalisés et de démultiplier en fait la capacité de traitement pour ces flux-là. Donc il y a plusieurs modèles en fait pour le traitement des biodéchets. Et je pense Je ne que sais pas si d'ailleurs, j'ai complètement répondu à la question. Mais... effectivement, la taille est variable en fonction du contexte et de l'emplacement. Peut-être que les biodéchets, ça fera aussi l'objet d'un futur Café Science en lien avec la plaine de Versailles. On pourra évoquer ce sujet-là un peu plus en détail. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je voudrais simplement dire que concernant cette problématique, Vincent Mesure, là, je suis, je dirais, au niveau du syndicat Énergie des Yvelines, en charge pour le développement de la méthanisation, et puis également élu avec la problématique des biodéchets. Je voudrais quand même bien préciser que à partir du moment où on met des biodéchets avec comment dirais-je, agricole, on a quand même des difficultés auprès des agriculteurs pour accepter ce, comment dirais-je, ce digestat. Hein. C'est pas si simple. Et pour qu'une usine de méthanisation marche, il faut bien valoriser ce digestat. Et puis concernant les biodéchets, j'en profite pour vous dire quand même que la grosse difficulté, elle n'est pas sur la problématique du traitement, elle est essentiellement sur la collecte, et là, c'est loin d'être résolu. Merci. Alors, je vous rejoins tout à fait sur le constat que le plus compliqué sur les biodéchets, c'est de les collecter. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait quand même assez peu d'exutoires de traitement pour ces biodéchets en Île-de-France. Ça, c'est le parc d'installation commence à se structurer et on commence à pouvoir avoir des solutions accessibles aux différents producteurs sur tous les points de l'Île-de-France. Mais voilà, ça va arriver progressivement. Après, par rapport aux réticences qu'il peut y avoir des agriculteurs à utiliser du digestat où il y a des biodéchets, là, c'est pareil, hein, il faut apporter des garanties de qualité à la fois au niveau de la collecte, du traitement. Enfin, les agriculteurs ne mettent pas n'importe quoi sur leur sol. Par contre, quand ils ont des garanties sur la qualité de toute la chaîne de valeur qui a précédé en fait l'entrée des biodéchets dans les méthaniseurs, c'est une ressource qui peut tout à fait les intéresser. Il y a d'ailleurs en Seine-et-Marne un collectif d'agriculteurs méthaniseurs qui se sont structurés justement pour accueillir ces fameuses soupes de biodéchets et sur leur propre méthaniseur et ensuite les utiliser sur leur terre. Donc c'est possible, mais effectivement avec toujours un respect et des précautions très fortes à avoir sur toute la chaîne de valeur pour que le digestat soit de bonne qualité et soit utile pour les sols. Merci. Merci. Il y a Madame Bouy qui a levé la main. Vous pouvez... ouais. Oui, oui, j'ai une question concernant. Est-ce qu'il y a eu des études de rentabilité, entre guillemets? J'ai bien compris que les micro-unités de méthanisation étaient considérées plus comme traitement de déchets que comme production d'énergie. Mais est-ce qu'il y a eu des études sur vaut-il mieux beaucoup de micro-unités ou une grosse? Là, je vais encore faire une réponse de ça dépend, mais je dirais qu'il faut avoir une combinaison des deux. Il y a des gros flux. On sait que l'Île-de-France, de par la densité de sa population, il y a un potentiel très important de collecte et de valorisation de ces biodéchets. Donc, on aura besoin de ces grosses unités qui peuvent massifier les traitements. Après, des petites installations de proximité. Alors, ça peut être de la microméthanisation, mais il y a aussi des composteurs électromécaniques de quartier. Il y a des opérations de compostage qui peuvent tout à fait être déployées au plus près de la population pour d'abord apporter une solution de traitement et puis aussi pour avoir un support pédagogique pour sensibiliser aussi tous les habitants à la valorisation de l'ensemble de leurs déchets. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut combiner. On arrivera à trouver des solutions en mixant en fait les différentes voies possibles de valorisation. Ok, merci.
Merci. Si d'autres personnes souhaitent poser des questions. On est déjà on dépasse le temps fixé de 18h30. Donc, s'il y a une dernière question, sinon on peut aller à la conclusion du coup. Bon. Alors, du coup, je reprends la main pour un mot de conclusion. Tout d'abord, merci à vous pour la qualité des interventions, pour les éléments que vous nous avez présentés. Merci à tous les participants pour votre présence et pour les questions que vous avez pu nous poser. Sachez que là, on a évoqué donc, le sujet de la méthanisation de manière très générale. Il est prévu dans le cadre du partenariat d'autres cafés sciences et on l'espère en présentiel si la sortie du Covid est confirmée, pour pouvoir ensuite approfondir le sujet de la méthanisation. On pourra parler du montage de projet, on pourra parler des modalités de financement et puis pourquoi pas parler également de la mobilité au bio-GNV, qui est un sujet intéressant à évoquer. Donc là, vous serez sollicité via d'autres invitations pour approfondir les différents sujets. Sachez également que GRDF organise d'autres actions tout au long de l'année. On l'a évoqué très brièvement en introduction, ce qu'on appelle les biométhane tours. Donc, on organise des visites d'unités de méthanisation, notamment donc, sur les Yvelines, il y a le zoo de Thoiry, il y a la station d'opération de Carré de Réunion, station d'opération des Mureaux. Donc, on emmène un certain nombre de participants pour découvrir ces installations. Il y a également une installation agricole dans l'Essonne, dans le 91, qu'on fait visiter. Donc, on a une première vague de visites là qui vient de s'achever. On renouvellera l'expérience une nouvelle fois, donc on vous sollicitera. On organise également des visites de stations d'avitaillement GNV, publiques ou privées. Donc également, là, donc vous n'hésitez pas à l'occasion de vous inscrire à ces visites. Voilà, donc là, encore une fois, merci à tous. Je crois qu'il y a une question qui vient d'être posée sur la présentation. Effectivement, on essaiera de partager un maximum d'éléments. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, on a lancé l'enregistrement de ce webinaire, donc on mettra ça à disposition de l'association et on regardera comment on peut mettre à disposition des participants de l'ensemble de ces éléments. Il me reste qu'à vous dire merci à tous et puis bonne fin de journée. Et puis au plaisir de vous retrouver sur différentes animations et visites sur le terrain. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.